Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Et c'est officiel, Laurence Descartes a finalement annoncé sa démission. Hier, au Figaro, la présidente du Louvre s'est confiée à Françoise Dargent et Claire Baumlard après de nombreuses pressions à sa démission. C'est une page qui se tourne au cœur du plus grand musée du monde et une onde de choc évidente dans le monde de la culture. La colère, longtemps contenue, a éclaté autour de plusieurs scandales. Ce vol, bien sûr, spectaculaire des joyaux de la couronne française, un braquage qualifié d'humiliation pour la sécurité patrimoniale nationale. Et puis elle a révélé évidemment un certain nombre de lacunes structurelles et de choix de gouvernance longtemps occultés. Et puis des critiques sur les investissements, la vétusteté des infrastructures et la gestion interne qui ont finalement obligé Laurence Descartes à démissionner. Et puis cette question, qui pour relever les nombreux défis que pose la gestion du musée du Louvre? Emmanuel Macron pense au directeur général du château de Versailles, Christophe Léribaud. On va faire le point ensemble et en discuter en plateau. En culture, le nouveau roman d'Étienne de Montetti. Il y a une autre rive, un roman habité par la mémoire, la fidélité et la quête intérieure. Il y interroge l'héritage et la tension intime entre le fracas de l'histoire et le silence des âmes. De l'art de vivre enfin, avec cette très belle discussion au bon marché entre cette institution parisienne incontournable et le marché Paul Bert Serpette, icône des puces de Saint-Ouen. Ça sera tout à l'heure en fin d'émission. Bien qu'attendue, voire réclamée, la démission de Laurence Descartes a fait l'effet d'un séisme. Hier, elle s'est confiée dans nos colonnes à Claire Baumlard et Françoise Dargent. Depuis, tout est allé très vite et déjà ce nom pour la remplacer, celui du directeur général du château de Versailles, Christophe Léribaud, et déjà de nouvelles missions également confiées à Laurence Descartes par Emmanuel Macron, qui l'a chargée de la coopération des grands musées dans le cadre de la présidence du G7. On va en parler bien sûr avec nos invités autour de la table. Françoise Dargent, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. On va revenir évidemment sur cet entretien avec vous. Alexis Frisch, secrétaire général de la CFDT Culture, et Didier Reckner, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Merci beaucoup à tous les trois. Françoise Dargent, dans quel état d'esprit était Laurence Descartes hier? Quel a été le ton finalement de cette rencontre? Alors le ton était assez sobre. On s'est retrouvé en face d'une femme résignée qui avait fait son deuil de cette fonction. Quelqu'un d'assez calme qui arrive au bout, effectivement, je pense, de 4 mois d'épreuves assez difficiles. Donc voilà, un ton plutôt résigné et alors, je dirais pas soulagée, parce que c'est pas le terme du tout. Je pense pas qu'on puisse être soulagé, mais je pense que pour elle, effectivement, la page se tourne. Oui, ça a été une séquence, vous l'avez rappelé, ces derniers mois ont été compliqués. Ils sont nombreux, ceux à avoir réclamé son départ. J'ai été là pour prendre la foule. Ce sont ses mots, son sentiment aussi. Ce qu'elle décrit finalement, c'est elle reconnaît certaines erreurs, mais elle dit aussi qu'il y a un problème structurel. Alors, au sein du musée du Louvre, il faut un responsable. Alors, on parle toujours de coupable et responsable, mais effectivement, en tant que directrice, que présidente du musée, effectivement, elle a une part de responsabilité évidente. Elle était là pour prendre la foudre. Elle incarne le musée. C'est le visage du musée du Louvre. C'est le visage du musée du Louvre. Donc, effectivement, c'est elle qui est en première ligne. Alors, il faut rappeler qu'elle avait Elle avait déjà donné sa démission finalement. Et qui lui a été Elle avait été refusée. Voilà, il fallait effectivement qu'elle continue un peu. Et voilà. Alexis Frisch, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Écoutez, comme un acte de responsabilité, au fond, ça fait un moment qu'elle avait perdu la confiance des salariés de l'établissement. Donc, il y a des gros projets, vous savez, il y a la question de la sécurité, de la sûreté. Il y a évidemment aussi la question du fonctionnement et des orientations de l'établissement. C'était devenu extrêmement difficile pour elle. Il nous semble, en tout cas pour la CFDT Culture, on avait annoncé qu'on ne voyait pas comment elle pourrait continuer dans ses missions, dans ses fonctions, eu égard à tout ce qui, depuis plusieurs mois, dysfonctionne au sein de l'établissement. Didier Reckner, vous faites partie de ceux qui ont demandé sa démission très vite après le vol des joyaux de la couronne. C'est un soulagement aujourd'hui que partagent certains des experts du monde de la culture ? Oui, un soulagement. Enfin, le soulagement, ça sera le jour où ce projet, dont on reparlera probablement,
Louvre Renaissance. Grande colonnade, Louvre Renaissance, c'est deux parties. Grande colonnade sera abandonnée parce que c'est ça quand même qui est la grande cause des problèmes. Alors j'entends beaucoup quand même, on parle d'émission. Moi je voudrais quand même, alors je vais encore jouer le rôle du méchant, mais bon, elle n'avait pas démissionné vraiment. Elle avait dit au détour le jour du vol, elle avait dit à Rachida Dati, je peux vous donner ma démission. La ministre a dit, on a Elle avait des choses à faire présenté sa démission, c'est comme pas ça que ça se officiellement. passe. Non, ça se passe pour un fonctionnaire, ça se passe par écrit. Et ensuite, on peut faire un recours si la démission est refusée. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et puis là, on a voulu lui sauver la face, et donc elle a présenté sa démission. Mais en fait, on sait déjà depuis un petit moment que Rachida Dati voulait la faire partir, que ça bloquait au niveau du président de la République, et que finalement, Rachida Dati a pu obtenir qu'elle s'en aille. Donc elle a présenté sa démission, une démission forcée. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu hier pour démissionner? Est-ce qu'il y a un calendrier particulier, Françoise Dargent, auquel vous avez eu accès? Il y a un calendrier quand même un peu politique, puisque effectivement la ministre de la Culture va aussi quitter ses fonctions. Alors ça aussi, c'est un sujet délicat, parce que pour l'instant, on est dans l'expectative et on attend. On est dans l'expectative. Il se trouve que... Alors, c'est vrai qu'elle nous a raconté hier comment ça s'était passé le jour du vol, où elle nous a re-raconté cette scène où elle est avec Rachida Dati, et d'ailleurs pas très loin de son bureau où nous l'avons rencontrée, où elle dit à Rachida Dati « Je vous présente ma démission ». Et Rachida Dati refuse. Alors après, il y a peut-être un protocole, effectivement, mais il semblerait quand même qu'elle ait... Si elle avait voulu vraiment démissionner, elle est tout le temps depuis 4 mois. Bon. Je ne crois pas, moi. Ça. En tout cas, c'est ce qu'elle aurait dit à Rachida Dati le jour de ce fameux vol. Elle l'a dit, tout à fait. Après, à partir du moment où la démission n'est pas acceptée... elle continue ses missions. Elle continue, et il s'agissait de sécuriser le musée, de faire face à une situation de crise. Donc ce qu'elle a fait, c'est vrai que là, on arrive à quand même 4 mois. Il y a le mouvement de grève, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose qui dure depuis... Cette grève perlée, oui, bien sûr. Alors, elle dure depuis le mi-décembre, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même problématique. Donc là, on arrivait à un moment donné... Il fallait trouver une solution. Voilà, ce n'était plus tenable, en fait. Laurence Descartes, en se confiant à vous, a dit qu'elle avait essayé de protéger l'institution, de lutter contre les fausses informations, les rumeurs, que la vague avait été quand même assez violente. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Elle finit en disant qu'elle est sereine et fière du travail accompli, mais que parfois tenir la barre ne suffit pas. On comprend qu'il y a eu un raz-de-marée avec ce vol des joyaux de la couronne. Ça a mis en lumière ce qu'on décrit tous autour de la table, des problématiques liées à la sûreté du musée du Louvre et des problématiques de gestion. Ça, malheureusement, ça va continuer à exister même après son départ. Ça va continuer à exister. Il faut dire qu'il y a eu un enchaînement aussi de circonstances qui ont fait qu'il y a eu les fuites qui ont recommencé ou qui ont continué. Il y a eu cette révélation d'une arnaque à la billetterie. Il y a eu beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. Et on avait l'impression que chaque fois, presque toutes les semaines, ou presque, je ne dirais pas tous les jours, mais presque toutes les semaines, voilà, le Louvre, il y avait une mauvaise nouvelle. Pour les journalistes, c'était un feuilleton, je caricature un petit peu, mais on a suivi ça quand même de manière assez... Effectivement, la vague était forte. Je pense qu'elle le disait aussi hier, ce qu'on a ressenti, c'est que je pense qu'il y a tous ces événements qui ont eu lieu, qui sont difficiles à vivre. Il y a aussi elle faisait aussi référence à peut-être une campagne, à des rumeurs, à ce qu'on a dit. C'est difficile, de toute façon, quand on est dans l'œil du cyclone, on prend des coups de toutes parts, et je prends la foudre. Difficile. Voilà. Alexis Frisch, vous vouliez réagir? Un triste feuilleton, un triste feuilleton, puisque personne n'est gagnant dans cette histoire. Moi, je souhaitais revenir sur quelque chose qu'elle a dit dans l'entretien, où elle dit qu'elle n'avait pas les moyens pour agir. Et moi, c'est quelque chose que nous, en l'intersyndicale et à la CFDT Culture en particulier, on n'a pas eu ce même sentiment. Il y avait des moyens pour fonctionner, il y a des moyens pour fonctionner dans l'établissement, mais elle a opéré des choix qui sont des choix, plus particuliers, qui sont ceux de la promotion de l'établissement, et évidemment faire entrer plus de monde, c'est de la fréquentation. Donc il y a eu des choix stratégico-politiques, entre guillemets, qui ont attrait à la gouvernance d'un musée comme le Louvre, et elle a fait ces choix-là. Tout à fait, et que nous on conteste en partie. Être un haut fonctionnaire d'un établissement, le premier établissement culturel de l'État français, et dire ça, nous, ça nous a
vraiment laissé dans l'incompréhension d'une part, et ça montre bien, d'autre part, que jusqu'au bout, sa responsabilité n'est pas engagée d'après elle. Donc voilà. Il y a un décalage entre ce que vous avez ressenti, en tout cas, Évidemment. en tant que salarié du musée du Louvre, et ce qu'elle décrit, Évidemment. elle, aujourd'hui. Quel est le bilan global qu'on peut tirer de sa présidence du Louvre, de son passage à la tête du Louvre, indépendamment, si on arrive à l'écarter, de ce vol des joyaux de la couronne? Alors, si j'essaie d'être objectif, elle est revenue sur certains chantiers qu'avait fait Jean-Luc Martinez, qui n'étaient pas des bons chantiers. Le précédent président du Louvre, par exemple, il avait fait des travaux déjà très coûteux dans le pavillon, son nom m'échappe. Enfin dans le pavillon de la Cour Carrée où il y a la chapelle. Ah oui. Il y avait des expositions qui étaient absurdes, donc elle était revenue là-dessus, elle était revenue sur un certain nombre de choses. Mais à ce moment-là, donc j'avais dit que c'était plutôt bien, donc je n'ai rien contre Laurence Descartes, mais on ne savait pas que tout cet argent-là, elle ne l'utilisait pas pour faire autre chose, des travaux vraiment indispensables. Donc c'est difficile aujourd'hui d'avoir une relecture. Son bilan, il n'est pas très bon, hein, je suis désolé de le dire. Les salles sont absolument fermées. Il y a beaucoup de salles de fermées. Les acquisitions ont été plus ou moins bonnes. Il y en a eu des bonnes et puis il y en a d'autres moins bonnes. Quelles sont les acquisitions positives et les grands moments qu'on peut retenir quand même de sa présidence au Louvre, si on est sur cet angle positif? Oui, alors selon le positif, par exemple, le département des sculptures marchait très bien. Il y a eu de belles acquisitions de sculptures. Malheureusement, elle a cru nécessaire de se séparer de la directrice du département des sculptures, qui était très bonne, juste avant de partir, là. Donc, il y a des choses quand même très bizarres. Alors, il y a un tableau... Donc pour vous, c'est très contrasté? Oui, c'est très contrasté. C'est très contrasté, oui. C'est plutôt pas bon. Françoise Dargent. Alors, le bilan, c'est vrai que je pense qu'il faudra effectivement peut-être attendre un petit peu, parce que là, on est encore dans le Louvre. C'est difficile de faire un bilan comme ça, mais c'est vrai qu'elle... Alors, à son actif, c'est vrai que la fréquentation du Louvre est revenue. Alors, ça peut-être est revenu à des niveaux parce qu'il y avait eu le Covid, c'était compliqué. Les visiteurs étaient toujours là. Il y a eu la réouverture récente de l'entrée de la porte des Lions, qui est un moyen peut-être de répartir un peu mieux les entrées avec la rénovation des salles espagnoles. Il y a eu des acquisitions. Moi, je pense au panier de fraises, effectivement. Elle l'a cité aussi, parce que c'est un beau tableau. C'est un beau tableau. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il y a tellement de Chardin au Louvre, est-ce que c'était nécessaire de l'acheter? Moi, je suis assez pour qu'on achète un tableau de Chardin. Peut-être ça aurait été mieux pour un musée de province et que l'État l'achète pour déposer dans un musée de province qui en aurait eu besoin. Bon, il est chez nous maintenant. Il est chez nous, voilà. Il est chez nous, il tourne, je crois qu'il va se promener. Je crois qu'il tourne dans les musées, donc voilà. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres... Il y a eu des choses, effectivement, des travaux qui n'ont pas été menés. Il y a peut-être, quand on voit qu'il continue à pleuvoir dans certaines salles... Ça, c'est inquiétant. Voilà, est-ce que ce n'était pas des choses urgentes à faire? Les documents sont clairs et j'en ai publié un certain nombre. Pendant 3 ans, on a interrompu le schéma directeur et qui était prêt à déployer en 2022. Et si on l'avait fait, on aurait certainement gagné les 30 secondes dont l'Inspection générale des affaires culturelles a dit qu'elles étaient nécessaires pour empêcher le vol. Donc, un vol est toujours possible, mais il y a quand même, elle porte une lourde responsabilité dans cela, dans les travaux non faits et dans les travaux faits. Par exemple, le lancement de travaux pharaoniques aux antiquités de l'islam, par exemple, un département qui avait été fait il y a 13 ans, qu'on refait. Enfin, tout ça, c'était pas bien géré. Les priorités n'étaient pas bien gérées. Et je pense qu'à 4 ans, on a bien vu que ça n'allait pas. Il fallait vraiment qu'elle parte. Surtout on y viendra peut-être, le successeur est a priori quelqu'un de beaucoup plus compétent. On va en parler évidemment. J'aimerais simplement qu'on ouvre une petite page politique, Françoise Dargent, sur ses relations avec Rachida Dati, ministre de la Culture. Qu'est-ce qu'on sait finalement des liens de Laurence Descartes avec Rachida Dati ces derniers mois? Je crois qu'ils se sont légèrement détériorés. Ils se sont un peu distendus. Oui. Pour parler. Oui, je pense qu'elle, effectivement, comme je le disais, au début, elle a eu la confiance de la ministre et au fil des mois, on sentait que Rachida Dati en avait fait un petit peu ça. Voilà, il fallait que Laurence Descartes démissionne. Elle voulait vraiment que Laurence Descartes parte. Donc, et quant à la responsabilité de Rachida Dati elle-même sur un dossier comme ça? C'est la tutelle. C'est la tutelle, donc c'est aussi une responsabilité. Le ministre de la Culture est aussi responsable de ce vol, de ce qui a abouti au vol. On écoute juste Stéphane Bern, si vous le voulez bien, et je vous fais réagir dans la foulée. Il s'était exprimé sur le sujet sur RTL le 25 février. On l'écoute et on réagit.
Mais Laurence Descartes a une part Elle de n'est pas responsabilité. responsable. Elle a pas une part de Elle a une responsabilité. part. Tout le monde a une part de responsabilité. D'ailleurs, elle ne dénie pas sa part de responsabilité. Mais je pense que tout le monde a une part de responsabilité. Quand vous dites tout le monde, ici il n'y a pas de langue de bois, c'est Rachida Dati que vous visez aussi. Non, non, un peu quand même, Stéphane. C'est-à-dire, dans d'autres pays, les ministres démissionnent quand il y a un tel scandale public. Voilà, mais Pas vous en la France. visez pas du tout, en fait. Non, Non, mais pas du Elle tout. va partir de toute façon pour être. Mais elle aurait dû démissionner, clairement. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été ministre de la Culture, en tout cas. Si Stéphane Bern avait été ministre de la Culture, il aurait démissionné. Après, oui, moi je pense que le ministre a une part de responsabilité, comme la directrice du Louvre, qui sont En charge des affaires culturelles et de la politique voilà, de tout à ces fait. grandes institutions. Ouais. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord, pour une fois, avec Stéphane Bern, sachant que d'abord, les ministres de la Culture, ils changent tous les 2 ans. Hein. Alors, en 2 ans, vous n'avez pas vraiment beaucoup le temps de vous pencher sur le Louvre. C'est vrai que c'est la tutelle. Le problème, c'est que, et ça a été dénoncé dans la commission, notamment dans la commission des affaires culturelles, d'enquête, le Louvre est un État dans l'État, d'une certaine manière, avec... dans une certaine mesure, puisqu'il répond directement en fait au chef de l'État. Par exemple, pour le projet Louvre Nouvelle Renaissance, bien sûr, Rachida Dati a été tenu au courant, mais je peux vous dire que le ministère de la Culture, ils n'étaient pas au courant quand en janvier, il y a 1 an, on a tout d'un coup appris que ce projet allait avoir lieu. Ils se sentaient complètement mis de côté. Alors, Rachida Dati a soutenu jusqu'au bout Emmanuel Macron, on sait pourquoi, parce qu'elle veut Paris. Sa véritable faute, elle est là, je pense, ou son erreur, elle est là. Mais ça ne la décrédibilise pas, pardon, vis-à-vis de Paris, justement, je ne pense pas, de ne pas avoir je ne pense été suffisamment solide sur ce dossier du Louvre. Non, je ne pense pas. Caricature Je un ne pense petit peu. pas. En fait, elle voulait, depuis décembre, ça je peux vous le garantir, elle voulait au moins décembre se séparer de Laurence Descartes. Mais c'est le président de la République qui nomme le Tout à fait. président de Louvre. Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas certain que ce soit normal. Alexis Frisch. Évidemment, je réagis à ça. C'est très compliqué, vous savez, on le voit bien avec ces sortes de hyper-présidentialisation. Parce qu'ils vont prendre leurs ordres auprès du président de la République. Donc ça à la fois pour un ou une ministre, quel qu'il soit à vrai dire, et avec une tutelle administrative, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Donc moi, je peux témoigner, au fond, hein, depuis qu'on a déposé le préavis de grève le 8 décembre dernier, on l'a rencontrée à plusieurs reprises. Oui. Elle a pris des engagements qu'elle a tenus ou pas, mais elle a été présente sur le dossier. Présente sur le dossier, socialement, auprès de nous. Alors moi, je ne sais pas si elle avait des interactions bonnes ou mauvaises avec la présidente. On peut imaginer que ce n'était pas forcément le cas vers la fin. Toujours est-il que ça pose cette question de, comme vous le disiez, hein, de est-ce qu'on peut avoir des présidents d'établissements culturels ou autres qui sont nommés par le président de la République et qui ont une tutelle qui a une marge de manœuvre assez limitée. Et ça, on s'est rendu compte sur ce dossier que ce n'était pas évident. Évidemment. La question qui nous brûlait les lèvres hier soir encore, qui pour succéder à Laurence Descartes, on a été très rapidement fixé. Ça sera donc le président du château de Versailles, Christophe Léribaud. Est-ce que son nom gravitait quand même dans les petites discussions autour de... Oui, en fait, il n'y a pas 36 noms hein, pour diriger un musée comme le Louvre. Il faut un CV impeccable. Il faut un CV impeccable, il faut quand même avoir une carrure, il faut avoir un carnet d'adresses, un réseau. Donc il n'y en a pas 36. Et c'est vrai que Christophe Léribaud apparaît comme le... On va dire l'homme idéal, on ne va pas dire le sauveur, parce que... Ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, parce qu'il a du pain sur la planche. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui, je pense, a les épaules pour gérer un musée avec 2300 personnes qui y travaillent, 10 millions de visiteurs. Enfin bon, c'est le musée, avec tout ce que ça implique. Voilà. Et on voit son CV, le terme n'est pas extrêmement élégant, s'afficher pendant qu'on discute, directeur du musée de la Croix, puis du Petit Palais, directeur du musée d'Orsay, aujourd'hui directeur du château de Versailles. Vous disiez tout à l'heure, Didier Reckner, qu'il était un profil bien choisi, bien sélectionné. Oui, parce qu'il a fait ses preuves alors dans plusieurs postes, et notamment au Petit Palais, où il a quand même transformé le Petit Palais, acquisition, exposition, il a fait revenir les gens. Ensuite, il était candidat au musée du Louvre, et malheureusement, il n'avait pas été choisi à l'époque. On a peut-être perdu un petit peu de temps. Il a été finalement... Vous êtes dur.
Non, puisque finalement il arrive au musée du Louvre après une séquence qui n'est quand même pas très glorieuse pour le Louvre. Donc il a ensuite été nommé à Orsay, où il est resté trop peu de temps, parce que là c'est le président de la République. À Laurence Descartes. Déjà, il a succédé à Orsay. Et le président de la République lui a demandé d'aller à Versailles, parce que Catherine Pégard partait, parce qu'elle était là depuis déjà très longtemps. Et puis là maintenant, on lui demande 2 ans après. Donc il n'a pas eu le temps de faire vraiment ses preuves à Orsay, mais à Orsay, s'il a fait du travail, il a lancé beaucoup de choses. À Versailles, c'était un peu court, 2 ans, c'est pas beaucoup. Là, j'espère qu'au Louvre, ce qui est vraiment. On va lui laisser le temps musée, de mener les projets. Il a 63 ans, il fait très jeune. Je suis très jaloux parce on dirait qu'il a 45 ans. Vous êtes carrément jaloux. Je plaisante, bien sûr, mais il a mon âge et quasiment, et il fait un jeune homme. Mais il a 63 ans. Il a encore on peut partir maintenant à la retraite à 70 ans, donc il a au moins 7 ans devant lui. J'espère qu'on va lui laisser le temps de poser sa marque et j'espère qu'il va réussir ce qui est quand même compliqué. Ces défis sont nombreux. Oui. Alexis Frisch, quand vous avez entendu ce nom revenir, puis s'imposer à la direction du musée du Louvre, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Nous, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc il est à la fois connaisseur de l'environnement des musées, c'est quelqu'un que, comme vous le dites, qui a dirigé des grands établissements culturels, qui est un conservateur général du patrimoine, c'est important, c'est un métier du ministère de la Culture, et qui a aussi, vous le disiez, aussi un réseau national et un réseau international. Et évidemment, nous, ce qu'on attend, dans un premier temps, c'est qu'il puisse venir à la rencontre des personnels. C'est très important qu'il recrée le lien, qu'il soit à l'écoute du travail réel, qu'il puisse prendre ce temps aussi de mesurer aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de l'établissement. Donc, nous, on a un avis plutôt favorable, mais on a surtout beaucoup d'attentes. Vous êtes dans l'expectative, bien sûr, mais vous êtes plutôt rassuré, entre guillemets, par rapport à cette nomination ? Alors, tout à fait. Ce qu'on espère, en revanche, c'est que ce ne soit pas un intérim. Je ne crois pas que ça a été présenté de cette manière, non ? Évidemment. Ça serait un peu inélégant de le nommer en intérim. On espère qu'il va voir le temps. Il faut qu'il ait le temps de pouvoir mener déjà ce travail de se rapprocher auprès des personnels, de travailler sur les questions de sécurité et de sûreté de l'établissement, et enfin qu'il puisse donner le projet qu'il va avoir pour le Louvre dans les années à venir. Et il connaît le Louvre en plus, il a été conservateur, directeur adjoint du département des arts graphiques dans plusieurs années, donc il connaît le Louvre en plus déjà. Ça c'est en plus un point important. Il connaît la maison. Oui, il connaît la maison. Une question concernant ces missions prioritaires. On a beaucoup parlé de sûreté, de sécurité. On a décrit ces chantiers immenses quand même qui vont s'imposer rapidement. Est-ce qu'il va être évalué dans les prochaines semaines, les prochains mois sur les caps à donner ? Est-ce qu'on a une sorte de, pardon, le terme encore une fois est un peu barbare, de rétro-planning de ce qu'on peut attendre, ce qu'on doit attendre de lui ? Alors là, je pense que la première chose à faire, c'est mettre fin à la grève, effectivement, et signer un protocole d'accord, peut-être avec les personnels. Les salariés, les syndicats, oui. Je pense que c'est ça, c'est apaiser, c'est ce que disait M. Frisch, c'est-à-dire apaiser la situation. Et ensuite, le cahier des charges qu'on lui a confié, effectivement, il y a cette notion de modernisation. Il y a quand même toujours ce projet Louvre-Renaissance, même si... Ce qui est très inquiétant pour lui, c'est le point qui peut il existe toujours. Il existe toujours. Il y a des architectes qui devaient présenter leur... le jury devait se réunir la semaine dernière, n'a pas été réuni, parce que là aussi, je pense que le calendrier était mal choisi. Mais pour évaluer les projets, oui. Voilà, pour définir un projet. Donc il y a ça aussi. Il y a quand même au-delà de la sécurité, de la sécurisation et des schémas directeurs, je pense qu'en arrière-fond, il y a toujours ce projet de Grand Louvre. La vraie difficulté, elle est là. C'est un projet qui n'est pas financé, encore une fois. Ce qui est financé, il y a de l'argent pour faire les travaux qu'il doit faire. Donc s'il ne peut pas faire les travaux qu'il doit faire rapidement, parce qu'on garde l'argent pour faire ce projet qui, en plus, n'est pas complètement financé, loin de là, donc il y aura un problème de financement. Ah ben non, il y a un vrai problème. On ne peut pas faire les deux. Et la Cour des comptes l'a dit. Il n'y a pas que moi qui l'a dit. Les syndicats le disent. La Cour des comptes le dit. Les documents le disent. Tout le dit. Il faut absolument... Alors, le président de la République dit qu'il faut continuer Nouvelle Renaissance. Mais le Louvre Nouvelle Renaissance, là-dedans, il y a deux choses, encore une fois, et vous l'avez dit. Il y a, je crois que vous l'avez dit en tout cas, il y a les schémas directeurs de sécurité, de rénovation, etc. Et puis, il y a ce projet Grande Colonnade qu'il faut abandonner, je n'hésite pas à dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, il y a des choses, il faut faire de nouvelles entrées, il faut mettre le Joconde ailleurs, ça faut réfléchir à où la mettre. Le pavillon de session serait une bonne idée. Et vous confirmez, Alexis Frisch ? Si vous voulez, nous, ce qu'on attend, et je pense qu'il faut qu'il ait à la fois le temps et qu'il aille vite. C'est à la fois, vous ne pouvez pas embarquer
2200 agents, 2300, sans que vous les ayez derrière vous. Donc, quel que soit le projet, au fond. Hein. Donc, la première chose, Donc, le dialogue avec les équipes. D'abord, rencontrer les représentants du personnel et l'ensemble des agents. Je pense qu'il faut qu'il ait un message fort, au fond, hein, sur comment ils souhaitent fonctionner et les priorités. Alors, évidemment, il faut qu'il ait aussi un peu le temps. On pense qu'il ne faut pas qu'il se précipite, mais qu'il ait un schéma qui puisse être concerté avec plusieurs interlocuteurs. On en oublie un souvent, qui sont les services de la direction du budget du ministère des Finances. Il ne faut pas les oublier. Toutes les dépenses que fait un établissement culturel sont validées par une direction du budget. Donc, évidemment, il faut aussi pouvoir travailler avec d'autres ministères. Donc, il a beaucoup d'enjeux. Un, se rapprocher des personnels, et c'est pour nous la première chose à faire. Deux, pouvoir avoir ce schéma, ce projet pour l'établissement. Donc il va falloir qu'il ait un peu de temps aussi pour le construire, bien sûr, et qu'il ait du sens. Hein. Et qu'il puisse avoir le meilleur lien, ce qu'il fait aujourd'hui à Versailles, avec le cabinet, avec une ministre ou un ministre, et avec la direction de tutelle. Qui ne sera peut-être plus Rachida Dati dans quelques jours. Quelques semaines. Une dernière question, je me tourne vers vous Françoise pour discuter de la suite pour Laurence Descartes. On a appris qu'elle avait été chargée par Emmanuel Macron de la coopération des grands musées dans le cadre justement de la présidence du G7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, je pense que c'est un pansement. Un pansement, oui, je pense qu'effectivement, là, on est dans quelque chose, il fallait lui trouver un poste. Après, Laurence Descartes, je pense que c'est quelqu'un qui a, elle aussi, un gros réseau à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de rebondir ailleurs et peut-être même en dehors de la France et d'un établissement Donc, français. vous n'êtes pas inquiète pour la suite pour Laurence Descartes ? Non, non, je ne suis pas inquiète. Didier Rickner, ça veut dire quoi, cette coopération des grands musées ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Je crois que c'est assez clair. Il fallait trouver un poste. Voilà, on trouve un poste. Alors, il est vrai, il paraît qu'elle parle très, très bien l'anglais. À un moment donné, on a dit qu'elle serait pressentie pour un musée américain, soit le MoMA, soit le Metropolitan Museum. C'est assez exceptionnel quand même. J'y crois pas trop parce que quand même, elle n'a pas non plus fait. Je ne crois pas que quelqu'un qui ne reste pas à la tête du Louvre va aller au Metropolitan Museum, mais pourquoi pas ? Mais tant mieux. En fait, je crois que sa carrière à la tête des musées en France est un petit peu compromise. Elle peut très bien aller prendre la tête d'un musée international. Moi, je ne lui vois pas d'inconvénient. Elle fera ce qu'elle voudra et ce qu'on lui proposera. Ça ne me regarde plus, à vrai dire. On va suivre les choses de près, évidemment, les décisions à venir, les nominations également du côté du ministère de la Culture. Un grand merci à tous les trois de m'avoir accompagné en plateau pour cette discussion autour de la démission de Laurence Descartes. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Aujourd'hui, dans l'entretien culture, un roman. Dans Il y a une autre rive, Étienne de Montetti trace avec une précision rare le chemin d'une âme en quête de transcendance. De la France à l'Algérie, entre raison et mystère, le roman explore ces rives intimes où l'on quitte l'habitude pour l'inconnu et où la vie se révèle dans sa densité silencieuse. C'est une méditation subtile sur l'être, la foi et le passage dont on parle avec vous. Étienne de Montetti, vous nous avez apporté évidemment un exemplaire puisque l'autre était un petit peu abîmé, faute de lecture active. Vous êtes auteur de plusieurs romans, parmi lesquels La Route du Salut, prix des Deux Magots 2013, La Grande Épreuve, Grand Prix du roman de l'Académie française, ou encore La Douceur, prix Jean d'Ormesson en 2023. Qu'est-ce qui a guidé votre écriture dans ce roman Il y a une autre rive ? C'est la découverte d'un phénomène dont on parle peu, c'est la conversion au christianisme de personnes issues du monde musulman. C'est un phénomène qui est fréquent maintenant dans la société française et qui m'a intéressé parce que, de manière littéraire, je m'intéresse beaucoup aux bifurcations, aux ruptures. Tous ces sujets m'intéressent. Et là, il m'a semblé que c'était une bifurcation importante et assez dans l'air du temps. Alors, j'ai exploré le monde des convertis et j'ai découvert des choses merveilleuses et ça m'a fait un livre. Votre roman s'ouvre d'ailleurs sur une fracture, celle d'un jeune homme pris entre l'hypermodernité parisienne et un héritage algérien presque fantomatique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette tension inaugurale ?
Parce que j'ai eu envie d'élargir en fait ma problématique et que le point de départ de mon livre est devenu la déshumanisation de certaines vies, de certains métiers, notamment l'univers du numérique, l'univers du full remote, comme on dit dans la gestion Avec du personnel. beaucoup d'anglicisme, c'est très important. Voilà, j'en suis pas très fier, mais enfin, c'est un monde qui existe. utilise beaucoup d'anglicisme. Et un jeune homme qui est à la fois passionné par ce monde, les NFT, cette création d'un monde virtuel, et puis il a quelque chose en lui qui refuse ça. Et comme par ailleurs, c'est un enfant d'immigrés, il a aussi, à côté de cette déshumanisation, il a une fracture qui est la rupture culturelle qu'ont connue ses parents, qu'il vit mal. Avec ses racines, ce qui avec ses racines, ce que sa famille était, ce qu'il n'est pas arrivé à devenir. Le divorce de ses parents a ajouté à ses fractures. Bref, c'est un jeune homme qui cherche à se réunifier. Et la mort de son père, en Algérie, parce que ses parents s'étaient séparés, son père était retourné en Algérie, va lui permettre de retourner en Algérie où il espère confusément retrouver cette unité, c'est-à-dire sa famille, la culture de sa famille, la religion de sa famille, les traditions de sa famille. Donc il retourne en Algérie et comme dans un roman, il faut un petit peu d'inattendu. Le parcours qui va le prendre n'est pas forcément... Ce n'est pas celui qu'il espérait et qu'il imaginait en tout cas. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous l'avez dit, ce roman, il s'inscrit dans un contexte très contemporain. Vous avez parlé des NFT, de start-up de crypto-monnaie, de mobilité internationale. Il se veut pourtant profondément métaphysique. C'est là où c'est passionnant. C'est tout l'enjeu. On a l'impression que dans cette civilisation qui est hyper développée, hyper connectée, équipée, intelligente, ça produit chez nous, ça produit en tout cas chez votre personnage, un immense désarroi intérieur. Oui, et surtout, il ne sait pas comment le résoudre. Oui. Le monde du numérique, le monde des vidéos, lui a plu, il était adolescent, il voyait la naissance de ce monde extraordinaire, il en a été... Il y a une excitation naturelle. Excitation, une ivresse, et puis il était doué pour ça, et puis d'un coup il réalise qu'il manque quelque chose, mais il ne sait pas bien quoi. C'est naturel à ce moment-là de revenir à la question de qui on est au départ, de nos origines, de nos racines ? Disons que c'est un phénomène, oui, quand même de repli. On se replie sur ce qu'on est, sur ce qu'on croit être. Donc effectivement, on se replie sur la famille, on se replie sur ses origines, on se replie sur son identité. Et si on ne connaît pas cette identité, on va la chercher. Et c'est donc tout ce mouvement-là que ce jeune homme va faire. Vous nous avez parlé de la mort de son père, la figure du père absent, elle structure le récit. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se demande si c'est un personnage à part entière ou bien une forme d'absence agissante qui est là, qui guide ce personnage. Dans la tradition méditerranéenne, en plus, le père transmet plus qu'un nom, hein, il transmet une langue, une foi, un territoire. Ça dit énormément de choses, cette absence. Oui, alors elle est compensée par une mère oui. seule, qui est un beau personnage oui. que j'aime énormément, parce que c'est une femme qui s'est battue seule dans un univers qui au départ effectivement était assez traditionnel, dans lequel la femme ne prenait pas nécessairement en main son destin. C'est une femme qui vit en France, qui vit de manière laïque, qui vit de manière émancipée, qui a un travail dans lequel elle s'adonne avec beaucoup de passion, et elle essaye de combler effectivement l'absence d'un père qui était là peut-être de manière un peu trop formelle, un peu trop décrétée par la tradition et pas tellement par son investissement la figure du père. Personnel. C'était la figure du père plus que l'amour d'un homme tel qu'il est et qui va donner à son fils des armes pour vivre. Donc cette absence est là, mais c'est une absence qui est présente parce que c'est vrai que cette figure-là hante un peu le couple, hante la famille. Et ce manque, c'est un moteur ou c'est une dette ? Non, c'est un moteur. C'est un moteur. Armand, mon personnage, sent que cet homme lui a manqué. Il s'interroge sur la relation qu'ils ont pu avoir, sur l'amour qui a manqué, sur ce qu'un père peut apporter à son fils. Et tout ça, il se dit, puisque mon père était algérien, qu'il était retourné vivre en Algérie, je retourne en Algérie, la terre je fais le chemin vers la terre de mes pères. Et là, il va certainement se passer quelque chose. Ce roman, il nous invite également à une méditation sur la foi. C'est avant tout, la manière dont vous le décrivez, une expérience humaine, une expérience intime, avant d'être un sujet de doctrine. Bien sûr, c'est un sujet intime. C'est souvent une affaire de rencontre entre des personnes. Donc, ce qui se passe entre deux personnes qui se rencontrent, c'est quelque chose de très intime. Et puis, mystérieusement, la rencontre ou les rencontres que Armand va faire dans ce chemin va véritablement, non pas combler, mais rencontrer ses failles
et des réponses à des questions qui ne se posaient pas forcément vont lui être données par quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que c'est une rencontre qui s'effectue par des paroles, mais aussi par un exemple. J'ai inventé ou reconstitué un personnage qui est un religieux qui vit en Algérie, entièrement donné aux autres, entièrement donné aux Algériens. Et c'est l'exemple de cet homme qui gratuitement, qui de manière peut-être même un peu inexplicable, Offre sa vie. offre sa vie. Et ça va toucher Arman, qui va lui poser des questions sur le pourquoi de cette vie, pour le pourquoi de ce don. de ce don Oui. de sa vie aux Algériens, alors qu'il est européen, il est chrétien, dans un monde, dans une société qui est la société algérienne. Et donc il aurait pu faire d'autres choix. Il aurait pu partir parce que de grandes failles existent entre les mondes et on pense qu'en Algérie, il n'y a que des musulmans, qu'il n'y a que des Arabes. C'est faux. Et ben, c'est faux, il y a une société européenne, il y a une société chrétienne, il y a une société qui vient de l'Afrique noire aussi. Donc ce sont des pays qui sont, comme tous les pays du monde, traversés par des courants, par des influences, par des migrations. Et cet homme, qui est plutôt le vestige d'une société ancienne, qui est plutôt la présence française des années 60, 70 en Algérie, cet homme va lui délivrer un message extraordinaire, parce qu'il va lui révéler l'amour d'un père qui est là, pour le chrétien, Dieu le Père. Et chez les musulmans, Dieu est un être important, essentiel, central, Mais il n'est pas le père. puissant, mais il n'est pas le Père. Il est autre chose, il est un Dieu inatteignable, inexplicable. Et ce père qui lui aime, lui explique ce religieux, un père qui aime, ben justement pour Arman qui a eu un père qui ne l'a pas vraiment aimé, ou du moins on ne sait pas bien comment il l'a aimé, et bien tout d'un coup il découvre deux choses, un père et de l'amour. Vous insistez aussi sur le fait que Arman n'avait jamais rencontré de chrétien. C'est donc pas sa grille de lecture au départ, c'est pas un monde qu'il connaît, qu'il a l'habitude de côtoyer. Pourtant, il est appelé à devenir cet enfant du Père, cet enfant de Dieu. Est-ce que là, il y a une dimension profondément universelle aussi? Et c'est ça qui vous a touché? Oui, c'est vrai, c'est vrai. La grâce d'une rencontre et d'une conversion peut toucher tout le monde, et à plus forte raison, parce que mon personnage n'avait plus de racines, il n'y avait pas de préjugés. Il n'avait pas de préjugés sur le catholicisme, sur le passé, peut-être le passif de l'Église catholique. Beaucoup de gens ont une histoire qui fait que parfois c'est une blessure avec l'Église catholique. Donc il a un regard neuf, vierge? Complètement vierge, innocent. Et donc il va aller avec innocence, enthousiasme et une sorte de bonne foi vers cette histoire qu'il ne connaît pas et qu'il découvre. Et puis il va faire les bonnes rencontres parce qu'il va rencontrer à nouveau en France, où il est revenu, un autre prêtre avec lequel il va avoir des échanges assez vigoureux, parce qu'il y a des choses en lui qui résistent quand même, c'est normal. Et puis les choses vont se faire. Vous avez choisi de dépeindre l'Algérie avec pudeur, avec discrétion, pas d'exotisme ou de décor à proprement parler pittoresque. Il y a une ode à la nature et au paysage, on va y revenir bien sûr. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de décrire l'Algérie comme ça? Alors j'ai une histoire particulière avec l'Algérie, c'est que j'aurais certainement dû y naître et y vivre. D'accord. Et puis l'histoire de France et puis l'histoire de mes parents a fait que je suis né en France quelques années après. Donc vous vous sentez connecté? Je me sens connecté depuis très très longtemps avec l'Algérie, mais comme un pays non pas réel, mais un pays un peu imaginaire. Oui, c'est ça, c'est un peu le Grand Maulne et son pays imaginaire, vous voyez. Donc j'ai eu ce regard-là. Je suis allé en Algérie il y a quelques années pour les besoins de ce livre, et donc j'y ai rencontré l'Algérie telle qu'elle est. Oui. J'y m'y suis senti très bien, je m'y suis senti même à certains moments chez moi, mais en ayant gardé cette image littéraire que j'avais, et donc ça donne cette description de l'Algérie que j'ai faite. Est-ce que c'est aussi un lieu de mémoire? Alors oui, c'est un lieu de mémoire, bien sûr, d'une mémoire très ancienne. Vous allez à Tipaza, c'est la mémoire des Romains. Et donc il y a cette dimension là aussi universelle? Ah ben oui, l'Algérie c'est un carrefour, puis c'est un pays qui est au bord de la Méditerranée, Alger est un port, c'est ouvert sur énormément d'influences. Il y a évidemment les Berbères, il y a les Romains, la culture antique avec Tipaza, vous êtes à Annaba, vous êtes avec Saint-Augustin, donc c'est encore une autre histoire. La présence européenne, la présence française qui est là dans les quartiers, les anciens quartiers européens. Vous êtes à Nice dans certains endroits parce que c'est les grands immeubles blancs baignés de soleil avec la mer devant vous. Donc
c'est une ville, je parle d'Alger là, dans certaines autres villes, là, la présence, je dirais, plus forte d'un monde arabe, d'un monde musulman. Et peut-être plus marqué, oui. C'est plus marqué. À Alger ou à Oran, vous êtes dans une grande ville méditerranéenne de tous les mélanges et de toutes les rencontres. Oui. Et chacun de vos personnages évoque à un moment la beauté des paysages qui pousse à croire en un créateur, l'ode à la nature, à la création. Arman décrit une nature superbe, je vous cite, composée de conifères majestueux, de sommets lointains encore enneigés, de torrents, les arbres forment comme une voûte. Oui, ça c'est l'Atlas. C'est ce magnifique paysage, quasiment d'ailleurs à la sortie d'Alger, quand on va vers le sud, là, vers Blida, vers Médéa. C'était un pays absolument magnifique et qui malheureusement est trop peu ouvert au tourisme parce que ce ferait un lieu de destination, notamment pour les Français qui ont une histoire souvent douloureuse avec l'Algérie. Ça serait pour eux l'occasion de découvrir la véritable Algérie, pas celle forcément des autorités algériennes, mais celle du peuple algérien. Que vous avez aussi eu envie de valoriser et de donner à voir. Bien sûr. Dans cet ouvrage. Bien sûr, et qui est un peuple... Qui n'est pas un ouvrage politique. Non, pas du tout. C'est une histoire singulière, hein, mais qui est un écho de l'accueil que j'ai eu dans des tas de milieux à Alger, avec des gens très heureux d'échanger avec un Français et de témoigner de leur vie quotidienne. Arman, après avoir rencontré Dieu, a bien du mal à revenir à sa réalité, la réalité qu'on décrivait tout à l'heure, ce monde hyper-connecté, la start-up dans laquelle il travaille. Il cherche autre chose, il a un besoin d'authenticité. Est-ce que ce livre, c'est aussi une manière pour vous de critiquer, en tout cas de questionner l'hypermodernité ? Ah oui. Oui, ce monde moderne qui est passionnant, fascinant, qui rend... Et critiquable. Beaucoup de sa vie est un peu critiquable, et notamment quand on discute avec des gens qui ont cette vie où se mêle l'isolement, l'écran toute une journée, des rapports extrêmement formels avec les gens à travers l'écran. Je n'arrive pas à croire qu'il ne manque pas quelque chose à ces personnes. Alors évidemment, pour les besoins d'un roman, on caricature peut-être un peu un certain univers pour en valoriser un autre qui va être le pendant. Mais ça décrit une réalité. Mais ça décrit une réalité, le basculement du monde dont l'univers du Covid nous a montré un peu un écho, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement vivre derrière des murs avec des écrans et que, en gros, ça se passait pas trop mal, sauf qu'il manquait quand même quelque chose qui est la relation avec les autres, une relation où il ne se passe rien, sauf qu'on est avec les autres. Comment est-ce que vous vivez, vous, ce monde parisien que vous décortiquez presque cliniquement dans ce roman ? Comme un monde qui est à la fois fascinant, parce que c'est un monde qui naît, et puis c'est un monde qui est là. Il ne s'agit pas de nier l'existence de cet univers, mais avec une grande perplexité, parce que je me demande surtout qu'est-ce qu'on va oublier au passage. Et c'est peut-être un peu l'homme, et c'est peut-être un peu les relations humaines. Quand j'entends des jeunes gens des startups qui m'expliquent que finalement leurs collègues qui sont à l'autre bout de l'écran ou de la ligne téléphonique ne leur manquent pas, parce que leurs relations dans le monde du travail finalement les embarrassent. Je suis un petit peu horrifié, parce qu'on est quand même des êtres de contact et de rencontres, et que malgré tout, les discussions en visio, au téléphone, ça remplacera jamais les relations qu'on a au quotidien. Les relations humaines, toutes simples qu'on a avec les uns et les autres. Vous avez un style sans emphase, presque ascétique. Est-ce que c'est un travail que vous vous imposez ? Oui, c'est mon style. Je ne sais pas bien pourquoi, parce que je suis plutôt assez bavard, une forme de pudeur aussi peut-être. Mais c'est un travail conscient. Ah oui, très. J'écris toujours un très gros livre que après je ramène à une dimension plus raisonnable en retirant beaucoup les adjectifs. Vous épurez. Beaucoup les phrases trop subjectives, les phrases trop lyriques. Je coupe énormément, oui. Ce roman, il est quoi ? Il est métaphysique, il est psychologique, il est philosophique, ou il est sociologique, il est tout ça en même temps ? Oui, mais ça fait beaucoup de hic. Oui, c'est des mots qui donneraient l'impression peut-être d'un livre trop intellectuel. C'est vraiment une histoire d'homme. Oui. D'un homme, de plusieurs hommes, un homme à la recherche de quelque chose. C'est une hymne d'amour, oui, à un pays. J'essaye aussi de laisser transparaître d'autres histoires d'amour dans ce livre, parce que la rencontre avec les êtres peut provoquer l'amour. Et puis derrière, oui, c'est un livre un peu sur l'essentiel de nos vies quand même. C'est ce pourquoi on est fait, ce à quoi on aspire confusément.
ce qui nous anime. Merci beaucoup Étienne de Montetti de nous avoir Victoire. présenté votre nouvel ouvrage. Il y a une autre rive. C'était un plaisir de vous avoir dans l'entretien culture aujourd'hui de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup, Victoire. c'était un bonheur. À Merci. très bientôt et on passe tout de suite à l'art de vivre. Aujourd'hui, on célèbre l'élégance parisienne sous toutes ses formes. D'un côté, l'adresse mythique de la rive gauche, temple du chic parisien depuis le 19e siècle, le bon marché. De l'autre, l'énergie vibrante des allées mythiques de Saint-Ouen, royaume des collectionneurs et des esthètes, Paulbert, Serpette. Alors, lorsque ces deux institutions se rencontrent, ça donne quelque chose d'assez génial. C'est pas seulement une collaboration commerciale, c'est une déclaration d'amour au goût, à la rareté et à l'art de chiner. On va en parler avec vous. Gilbert Kahn, vous êtes collectionneur. C'est vrai que là, on est entre patrimoine et audace, pièces iconiques et trésors inattendus. C'est une alliance assez inattendue et finalement tout à fait espérée. Hein. Ah, mais elle est même légitime, moi, je dirais. D'accord. Non, parce que quand on connaît l'histoire du Bon Marché, qui est une histoire assez incroyable, bon, à travers Boucicaut, Aristide et Marguerite, et qui étaient des amoureux de l'art et qui ont fait quand même des choses assez incroyables, dont l'atelier Pomone en 1923. De retrouver retrouver le marché Paulbert Serpette au sein même du Bon Marché, moi je trouve que Ça a du sens, franchement. Quand on remonte dans l'histoire du Bon Marché, on se rend compte que ça a toujours été un laboratoire d'idées, Exactement. un lieu où on réinvente la manière de consommer, Ouais. où on crée des rencontres inattendues. C'est ça qui vous plaît aussi, Bah, de faire alors, partie de cette grande histoire aussi. Exactement, moi ça fait plusieurs années, ça fait plus d'une décennie où moi je fais du conseil en mobilier d'art décoratif 20e. D'accord. Et donc je constitue une collection pour le groupe. Et c'était hyper légitime aujourd'hui de retrouver en fin de compte un terrain de jeu où je vais souvent chiner au sein même du Bon Marché. Voilà. Là où potentiellement les acheteurs, les passionnés s'émerveillent Complètement. et parfois passent à la caisse. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on raconte une histoire et c'est intéressant. Au début, vous êtes parti sur un axe. C'est vrai que moi, je peux avoir un côté très, j'ai envie de dire, un langage un peu muséal. Et le Bon Marché, c'est un langage commercial. Mais le mix des deux fonctionne très, très bien. Fonctionne Voilà. très bien. Et donc, Paulbert Serpette, c'est une référence mondiale pour les collectionneurs. Oui. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale dans les pièces que vous avez sélectionnées, chinées, choisies pour cette collaboration ? Alors oui, parce que là, on s'est calé en fin de compte à une histoire qui est racontée par le Bon Marché qui s'appelle Tous à la ferme. Donc l'idée, c'était d'avoir dans la sélection de pièces, des pièces qui correspondent à ce thème-là. Donc on est plutôt donc sur des pièces en bois, des tabourets en bois, des trépieds, des choses comme ça. Et avec une vraie signature. Mais avec une vraie signature. Et là, l'intérêt, c'était de se dire, comme moi, le marché Paulbert, c'est un marché que je côtoie depuis des années, c'était de se dire, rapprochons tout ça à travers ce thème-là qui est Tous à la ferme. Voilà. Est-ce que c'est plutôt des pièces muséales ou est-ce que c'est des pièces qui sont destinées à être acquises ? Alors, on a quelques pièces muséales parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le marché Paulbert Serpette, c'est quand même 350 marchands. Là-dedans, on a de l'art antique, de l'art primitif, on a de l'art décoratif 20e, on a du 80, on a des pièces de Zekeli, de Philippe Starck. Donc, on fait le grand écart dans ce marché. C'est éclectique. Complètement. Et c'est ce qu'on aime. Quand Exactement. on y va. C'est aussi un vrai terrain de jeu. Voilà. Donc on a essayé de réunir au sein même du Bon Marché, dans cet espace-là, tout ce qu'on va retrouver au sein même du marché Paulbert Serpette. Comment est-ce que vous expliquez ce retour en grâce du mobilier et du design, des arts décoratifs, du 20e notamment ? Alors, vous avez l'impression que ça revient en grâce, mais ça a toujours été... J'ai l'impression, pardon pour ce terme, que c'est de plus en plus à la mode. Oui, parce que, alors, ce qui se passe, il y a deux choses. C'est qu'il y a eu le confinement. Oui. Et réellement, le Covid a fait que les gens, à un moment, peut-être, la mode prenait un peu le lead. C'est-à-dire qu'on achetait un beau vêtement pour sortir, mais on ne s'occupait pas trop de son intérieur. Moins de son intérieur. Voilà. Et là, d'un seul coup, les gens ont vécu chez eux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que d'un seul coup, moi je l'ai vu, parce que moi qui fais du conseil au mobilier d'art décoratif, j'ai eu plus de demandes, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils voulaient des pièces un peu plus singulières chez eux. Parce qu'on zoomait, on était en zoom chez soi. Et donc d'un seul coup, on voyait l'intérieur. Et les gens... qui ont passé plus de temps chez soi aussi. Exactement. Et donc ces gens-là, d'un seul coup, se sont dit, et moi je suis... Bon, alors c'est ma devise, et je pense que le mobilier des arts décoratifs peut sauver le monde, mais réellement, si les gens s'intéressaient à ça, ça serait, on gagnerait pas mal de temps.
Donc c'est un vrai mouvement de fond, mais il y a quand c'est même, un avec manifeste. le Covid et avec ces dernières années, une vraie mode qui finalement permet à ces Complètement. pièces de trouver de plus en plus d'acheteurs. Est-ce que le luxe aujourd'hui, c'est se détourner du côté nécessairement spectaculaire pour aller chercher des pièces qui ont du sens, qui ont une vraie signature, qui privilégient l'authenticité, des belles matières, des beaux matériaux? Je pense que le luxe aujourd'hui, c'est de pouvoir, et c'est un vrai luxe, de pouvoir avoir un espace singulier chez soi, d'aller chercher des pièces qui sont des pièces qui correspondent à son Donc, univers qui disent quelque chose de nous? et qui disent quelque chose de nous. Exactement. Et moi, souvent, j'aime bien dire que je suis un peu un psy là-dessus sur le mobilier. Non, mais C'est génial. de façon. Non, mais je comprends ce que vous voulez parce dire. qu'il y a des gens Vous qui arrivent. cartographiez la personnalité de ceux que vous recevez et vous Complètement. imaginez ce qui va fonctionner avec eux. Complètement. Il y a des gens qui arrivent avec des catalogues tout faits et c'est un peu la même chose que ont leurs voisins. Et puis d'un seul coup, ben, c'est pas grave, vous aimez le rotin, mais c'est pas parce que vous aimez le rotin qu'il faut pas en avoir chez soi. Au contraire, on va aller chercher des pièces d'eau douminaire, on va les chiner, on va prendre son temps. Et en fin de compte, après, vous avez quelque chose qui est propre à vous-même. Comment est-ce qu'on évite dans la mise en scène finalement de Paul Bert-Serpette au Bon Marché le côté stand d'antiquaire dans un grand magasin? Comment est-ce qu'on crée vraiment une atmosphère, une ambiance? Alors déjà, le marché Paul Bert, à la différence d'autres marchés, c'est un marché qui est quand même où il y a beaucoup de scénographie. Les Oui. marchands font un travail qui est hyper intéressant. Très pointu de scénographie. Qui est très pointu et puis qui permet, de temps en temps, on a l'impression qu'on est rue de Seine. vrai. Non mais voilà. Et à côté de ça, il y a toujours encore des stands où on va trouver une petite pièce. Il faut aller au fond pour trouver cette masterpiece qui va apparaître. Et voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette diversité et de façon transversale sur tout le marché, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la magie. Et ça fait des années que j'y vais. Il y a des fois, j'ai pas d'inspiration. Je vais au marché Paul Bert-Serpette et je ressors de là et je me dis génial. Les marchands ont fait le boulot. Je vais leur prendre un truc là-dessus. Comme du théâtre. Voilà, un peu. Exactement. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans cette collaboration, c'est que ça brouille complètement les frontières entre le commerce, la galerie et l'institution culturelle. Exactement. On est dans un espace qu'on n'arrive plus trop bien à définir, et tant mieux, où on est là pour s'émerveiller, où on peut aussi acquérir des pièces qui nous seront chères demain. Est-ce que du côté du profil des acheteurs, vous avez remarqué aussi des changements? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent aussi? Oui, bien sûr. Alors, les jeunes, déjà, bien sûr. Et puis les jeunes, eux, souvent... alors, il y a eu la génération qui arrive, moi je vois mes enfants, tout ça, c'est intéressant, c'est qu'ils ont connu un mobilier qui est le mobilier des années 80, voilà, et puis qui aujourd'hui revient au goût du jour. Donc du Philippe Starck à l'époque, c'était quand même des pièces de Zekeli, c'était voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu presque des petits trésors, des masterpieces à les retrouver. Et puis ça ramène à l'enfance. Mais l'autre chose, c'est qu'il y avait une fonctionnalité dans ces objets-là qu'on avait oublié à ce moment-là. Et eux, aujourd'hui, le remettent au goût du jour. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, au marché Paul Bert-Serpette, on retrouve ça, mais au Bon Marché aussi. Et nous, on se bat pour avoir ce langage, ce côté transversal sur ce qu'on peut proposer à nos clients au Bon Marché. Est-ce que c'est aussi un peu de l'éducation au goût? Complètement. Alors là, je suis complètement d'accord. C'est vraiment ça. Moi, je suis dans l'art de la transmission. C'est transmettre. Je suis un psychopathe de mobilier et d'art décoratif. Je ne vais pas vous parler de cuisine, mais réellement, moi, si je peux transmettre et de façon simple et voilà, pour que les gens, en fin de compte, cette éducation-là, ça permet de grandir dans plein de choses après, dans tout ce qui nous entoure. Mais le beau, ça reste subjectif. Bien sûr. Gainsbourg disait la laideur est supérieure à la beauté, c'est qu'elle dure. C'est pas vrai pour le mobilier. Il y a des pièces qui n'étaient pas belles à l'époque. Rappelons-nous juste les grands manifestes d'architecture quand on voit Renzo Piano qui se prenait des tomates avec Beaubourg, alors qu'aujourd'hui Beaubourg, ça a bien changé. C'est instagrammable, voilà, et tout a changé. Donc c'est ça qui est intéressant avec le mobilier, voilà. Et puis ça dépend de l'histoire et de la façon et comment on le remet dans le contexte. Si vous deviez définir cette collaboration, vous utiliseriez quels adjectifs? Première chose, c'est que c'est légitime. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on sert en fin de compte une clientèle. Au Bon Marché, l'avantage du Bon Marché, c'est qu'une grande partie de la clientèle, c'est une clientèle de quartier, parisienne, qui a une vraie culture, qui consomme du Carré Rive Gauche, du Saint-Germain, voilà. Et donc, ils baignent dans l'art depuis, dans le quartier. Donc, ils sont sensibles à ce que vous leur proposez. Ils sont sensibles. Et donc là, ce qu'on leur apporte, en fin de compte, c'est juste on déplace un bout du marché qui est à 6 km de chez eux, sachant qu'ils y vont aussi. Mais voilà, et on suscite l'intérêt à ce moment-là.
Merci beaucoup de nous avoir présenté cette très belle discussion entre le Bon Marché et Paul Bert Serpette. C'est évidemment à découvrir. C'est une très belle éducation au goût et au beau. Merci beaucoup Gilbert Kahn. À très bientôt. Et moi, je vous dis à très bientôt. Demain, vous nous retrouverez pour une édition spéciale. Nous étions en direct du Salon international de l'agriculture. On vous a concocté une émission spéciale. Vous aurez donc le plaisir de la découvrir demain. Vous retrouverez Damien Canivez vendredi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Je vous souhaite une excellente soirée.